Racisme, sexisme, homophobie, Dieudonné, aujourd'hui on parle de liberté d'expression. Ah, la liberté d'expression, tout le monde en parle, comme dirait Thierry Ardisson. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Oui, et oui, tout le monde en parle. Enfin, la liberté d'expression, c'est surtout l'absence de liberté d'expression dont tout le monde parle. Ouais, on peut plus rien dire, c'est scandaleux, il n'y a plus de liberté d'expression, on entend tout et son contraire sur la liberté d'expression. Du coup, faut réfléchir, de temps en temps, faut chercher à réfléchir. On a trouvé un livre, La baffe du crapaud, de Denis Ramon, aux éditions de l'Observatoire. Et là, je peux te dire que tu vas réfléchir. Alors, Denis Ramon, l'auteur de ce livre, c'est lui. Voilà, donc bonjour Denis. Denis Ramon, il est docteur en sciences politiques. C'est-à-dire que quand la science politique, elle a mal quelque part, lui, bon, il est docteur. Et donc, chez Lettres Be, on a lu La baffe du crapaud de Denis Ramon. On s'est dit, mais c'est génial, il y a plein de choses à apprendre pour réfléchir autour de la liberté d'expression. On entend tellement de bêtises à ce sujet que ça fait pas de mal, des fois, de tout débroussailler, parce que on va pas refaire l'histoire de la liberté d'expression. On n'a pas le temps, parce que ça nous mènerait mi-octobre, et moi, j'ai une raclette. Donc là, la semaine prochaine, chez Patrick, donc on n'aura pas le temps, on va réfléchir. Ça, c'est pas mal, déjà. D'abord, la liberté d'expression, il faut remonter un peu l'histoire, parce que le terme apparaît véritablement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1948. Avant ça, liberté d'expression, bon, le paysan au Moyen-Âge qui disait « ouais, ça fait chier », on disait « bon, est-ce que tu veux conserver ta tête attachée au corps ?» Il disait « oui, effectivement, c'est peut-être plus pratique pour les moissons ». La liberté d'expression, il n'y en avait pas forcément. Donc, en 1948, le terme apparaît, et à partir de là, les problèmes commencent, parce qu'on se dit les mots peuvent avoir une puissance sur le réel. Donc la liberté d'expression s'articule vraiment autour de la notion du pouvoir des mots. Alors pas le pouvoir des fleurs, parce que ça c'est Laurent Voulzy. Changer les hommes avec des géraniums. Ouais, c'est autre chose. Le pouvoir des mots, parce qu'effectivement, la liberté d'expression, généralement, c'est avec des mots. En littérature, en musique, dans des expressions toutes simples, finalement, cette liberté, elle existe à travers les mots. Alors je vois, toi, t'es un artiste, toi, t'as gribouillé des nappes, t'as fait des tableaux. Effectivement, il y a d'autres possibilités pour la liberté d'expression. Généralement, on est d'accord, ce sont les mots au centre de tout. C'est un Américain qui a théorisé le pouvoir des mots, c'est John Austin. Alors pas celui qui a fait les voitures, les mini Austin, ça c'est une autre personne. John Austin, c'est lui. Lui, il a parlé de performativité du langage. Là, je te vois, tu dis, oula, je vais quitter la fenêtre parce que je comprends rien. La performativité du langage, c'est très simple. C'est par exemple le maire à la mairie qui vous déclare mari et femme. Ou mari et mari, ou femme et femme. Allez, embrassez-vous, bordel de merde. C'est ça la performativité du langage. C'est-à-dire que les mots peuvent changer le cours du réel. Et donc ce pouvoir des mots, cette performativité du langage, elle fait peur, forcément, notamment aux dirigeants politiques. Alors, en Europe, on a adopté une voie un peu particulière, qui s'est manifestée récemment en France. Par exemple, on s'est dit, tiens, enfin, nos dirigeants politiques, c'est pas moi je décide rien. Je décide de la couleur de mes chaussettes le matin, ça va pas plus loin. Nos dirigeants politiques se sont dit, tiens, il y a du racisme en France, qu'est-ce qu'on va faire pour combattre le racisme ? On va supprimer le mot racisme de la Constitution. Et c'est ce qui s'est passé. Le mot racisme a été retiré du premier article de la Constitution française. Si le mot n'existe pas, il n'y a pas de racisme. Ah, c'est pas con, hein. Depuis l'eau en poudre, c'est le truc le moins con qu'on a inventé. Vraiment. Alors que tu vois, du côté des États-Unis, eux, ils ont adopté une toute autre manière de réfléchir, qui a été développée en 1859. Alors 1859, pour te le situer, c'est l'année où Liliane Bettencourt, elle faisait ses 50 ans, cette année-là. Ça a été théorisé par un Américain, lui, John Stuart Mill. Et lui, il a dit quelque chose de très simple, c'est que aux États-Unis, toutes les opinions peuvent être dites, même les plus graves. Tu vois, tu peux dire par exemple, ouais, l'Eurovision c'est de la merde. Aux États-Unis, tu peux le dire. La logique de John Stuart Mill, c'est de dire que si une opinion vraie est interdite, dans ce cas-là, on se prive de la vérité. Ça, c'est pas bien. Alors que si une opinion fausse est interdite, dans ce cas-là, on se prive du moyen de montrer quelle est réellement la vérité et on se prive du moyen de décrédibiliser cette opinion fausse. Zizani ou Kenavo? Je ranime une saucisse et... Camoulox. Donc, c'est cette conception de la liberté d'expression qui est défendue aux États-Unis et toujours selon l'ami John Stuart Mill. Il faut considérer que cette liberté d'expression trouve sa limite à partir du moment où elle peut avoir des conséquences négatives pour une personne ou pour un groupe de personnes. Aux États-Unis, tu pourrais dire ouais, tous les gens de Washington sont des feignants. Ça, tu peux le dire. Par contre, tu ne pourrais pas dire tous les gens de Washington sont des feignants, donc il faut leur péter les genoux.
Ça, tu peux pas, parce que c'est une conséquence négative qui pourrait forcer certaines personnes à agir et à péter les genoux des gens de Washington. Donc ça se fait pas. Et c'est typiquement cette conception de la liberté d'expression qu'il y a aux États-Unis. Alors qu'en Europe et en France, on est dans une autre logique, comme je l'ai dit juste avant. On est plus dans une logique où il faut mettre des bornes, un peu partout. Et là, il y a tellement de bornes qu'on dirait une partie de 1000 bornes avec mamie, tu sais, le dimanche. Chiant. 1000 bornes, un jeu pour toute la famille. Donc forcément, toutes ces bornes, on les retrouve énormément au niveau de l'humour. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus pour ça. T'attends qu'on parle de Dieudonné, t'attends qu'on parle de Patrick Timsit avec son sketch sur les handicapés. L'humour en France, c'est devenu quelque chose de compliqué. On dirait qu'aujourd'hui, seules les femmes peuvent rire des femmes, les noirs peuvent rire des noirs, les blancs des blancs, les juifs peuvent se moquer des juifs, et ainsi de suite. Mais si on fait ça, on se met le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Alors que justement, en matière d'humour, a toujours existé cette figure du fou du roi. Celui qui était un des seuls à pouvoir se moquer de l'ordre établi, à pouvoir se moquer du pouvoir. Et encore aujourd'hui, ça devrait être le cas. L'humoriste est en fait une soupape de décompression. C'est-à-dire qu'il incarne tout ce que les gens ne peuvent pas dire, faire ou penser. L'humoriste est celui qui doit permettre de rire du racisme, de rire du handicap, de rire de l'antisémitisme, du sexisme, de toutes ces choses-là que l'on sait répréhensibles moralement ou pour certaines sur le plan judiciaire. Et il est là pour ça, l'humoriste. Voilà, il fait les gags sur les proutes, mais il fait aussi les gags sur des choses sérieuses, pour décompresser. Donc forcément, aujourd'hui, on donne un pouvoir de nuisance à l'humour en pensant que ce qui est dit sur une scène va trouver des conséquences dans la société. À chaque fois, dès qu'on parle un peu d'humour, on dit Coluche, Desproges. On a l'impression qu'on parle de vieux dinosaures, tu sais, et c'est vrai, il faut se poser la question. Est-ce que le sketch du viol de Monique par Coluche, est-ce que ça passe aujourd'hui? D'ailleurs, je vais vous dire, tellement elle est gentille, moi, Monique, je l'ai violée, je porte pas plainte. Je sais pas, alors que si on regarde les statistiques, est-ce qu'à l'époque de ce sketch, il y a eu une augmentation du nombre de viols de femmes qui s'appelaient Monique? Je parle des chiffres, il faut regarder. Non mais, faut rester sérieux. Mais c'est vrai que ce phénomène-là dans l'humour, on le retrouve dans d'autres domaines. Notamment, là, récemment, c'était la republication des pamphlets de Louis-Ferdinand Céline. Oui, c'est des textes où il y a des choses pas très jolies écrites, ça je suis d'accord. Hein, mais la réaction politique et médiatique immédiate, donc c'était l'année dernière, en fin d'année dernière, faut suivre, hein, parce que sinon je peux pas tout rappeler. La réaction politique et médiatique, ça a été de donner un pouvoir à ces textes qui pouvaient faire exploser la société française tout entière. De dire que si ces textes étaient republiés, il y allait avoir une hausse incroyable des actes antisémites, des actes racistes et tout ça. Il faut se calmer. On est en train de choisir une voie qui est celle de laisser ces textes sous le manteau, de les laisser s'échanger sans appareil critique et sans les outils de compréhension nécessaires pour comprendre que Louis-Ferdinand Céline écrit ses textes dans un contexte particulier, avec des motivations particulières, et que tout le racisme et l'antisémitisme le plus horrible qu'il y a dans ces textes-là, il doit être compris, du moins le contexte doit être compris. Donc il y a deux voies. Il y a soit celle qui a été choisie par les médias et la politique, qui est de dire il faut absolument les interdire, ce qui attire la curiosité des gens et les pousse à lire ces textes sans avoir les outils de compréhension, donc à peut-être adhérer à ces discours. Ou alors il y a une autre voie, qui est celle simplement de publier ces textes avec tout un appareil critique pour expliquer l'origine, les raisons et les motivations de ces textes. Et dans ce cas-là, les gens peuvent les lire et peuvent comprendre pourquoi ces textes existent et pourquoi il est important de les lire pour rejeter ce qui est dit dedans. Et dans l'humour, c'est la même chose. On crée l'interdit, donc ça attire les gens. Forcément, le goût de la censure, c'est « Ah, ça sent bon !» Donc les gens y vont, mais n'ont pas forcément les outils pour se rendre compte de la réalité des choses. Donc si tu interdis tout, les gens y vont. Donc voilà, quelques petits éléments pour réfléchir autour de la liberté d'expression, mais sinon, j'ai qu'un seul message. Allez, La baffe du crapaud de Denis Ramon aux éditions de l'Observatoire. Un texte génial pour bien comprendre la liberté d'expression et réfléchir autour de cette notion. Et en passant, un gros big up, comme disent les jeunes, aux éditions de l'Observatoire, parce que franchement, ça va faire 2 ans que cette maison publie des textes super. Que ce soit au niveau des romans, on avait eu Réel de Guillaume Sire, c'était génial. Et au niveau des essais, c'est un délice. C'est Charlie et la chocolaterie à chaque fois.
On avait eu Délivrez-nous du bien, un super essai avec Natacha Polony notamment. On avait eu Libérons-nous du féminisme de Bérénice Levé, ça c'était génial. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. On avait eu quoi? On avait eu Délivrez-vous de Paul Vaca, ça c'était super aussi, enfin bref. Bon, par contre faut reconnaître qu'il y a beaucoup de délivrés, les gars des éditions de l'Observatoire. Ça fait un peu Reine des Neiges votre histoire. Libéré, délivré. Et toujours est-il que voilà, gros big up aux éditions de l'Observatoire. Pour nous, on va se retrouver pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. Puis en attendant, vous pouvez voir la dernière vidéo sur le scandale Marlène Schiappa. Il paraît qu'elle aurait volé des trucs. Enfin bon, c'est par là. Puis sinon, vous vous abonnez. Puis c'est par là. Puis c'est tout. Puis on se dit à bientôt. À bientôt.